Illusion perdue par Honoré de Balzac. Partie 9 du livre audio. Suite de la partie 2 du roman Un grand homme de province à Paris. Lucien n'avait pas l'habitude des orgies parisiennes. Il jouissait bien encore de sa raison quand il descendit les escaliers, mais le grand air détermina son ivresse qui fut hideuse. Coralie et sa femme de chambre furent obligées de monter le poète au premier étage de la belle maison où logeait l'actrice, rue de Vendôme. Dans l'escalier, Lucien faillit se trouver mal et fut ignoblement malade. « Vite, Bérénice !» s'écria Coralie. « Du thé ! Fais du thé !»« Ce n'est rien, c'est l'air, » disait Lucien. « Et puis, je n'ai jamais tant bu. » « Pauvre enfant, c'est innocent comme un agneau, » dit Bérénice. Bérénice était une grosse Normande, aussi laide que Coralie était belle. Enfin Lucien fut mis à son insu dans le lit de Coralie. Aidée par Bérénice, l'actrice avait déshabillé avec le soin et l'amour d'une mère pour un petit enfant, son poète qui disait toujours « C'est rien, c'est l'air. Merci, maman. » « Comme il dit bien maman !» s'écria Coralie en le baisant dans les cheveux. « Quel plaisir d'aimer un pareil ange, mademoiselle, et où l'avez-vous pêché ? Je ne croyais pas qu'il pût exister un homme aussi joli que vous êtes belle, » dit Bérénice. Lucien voulait dormir. Il ne savait où il était et ne voyait rien. Coralie lui fit avaler plusieurs tasses de thé, puis elle le laissa dormant. « La portière, ni personne ne nous a vus, » dit Coralie. « Non, je vous attendais. » Victoire ne sait rien. « Plus souvent, » dit Bérénice. 10 heures après, vers midi, Lucien se réveilla sous les yeux de Coralie qu'il avait regardé dormant. Il comprit cela, le poète. L'actrice était encore dans sa belle robe abominablement tachée et de laquelle elle allait faire une relique. Lucien reconnut les dévouements, les délicatesses de l'amour vrai qui voulait sa récompense. Il regarda Coralie. Coralie fut déshabillée en un moment et se coula comme une couleuvre auprès de Lucien. À 5 heures, le poète dormait, bercé par des voluptés divines. Il avait entrevu la chambre de l'actrice, une ravissante création du luxe, toute blanche et rose, un monde de merveilles et de coquettes recherches qui surpassait ce que Lucien avait admiré déjà chez Florine. Coralie était debout. Pour jouer son rôle d'Andalouse, elle devait être à 7 heures au théâtre. Elle avait encore contemplé son poète endormi dans le plaisir. Elle s'était enivrée sans pouvoir se repaître de ce noble amour qui réunissait les sens au cœur et le cœur aux sens pour les exalter ensemble. Cette divinisation qui permet d'être deux ici-bas pour sentir, un seul dans le ciel pour aimer, était son absolution. À qui d'ailleurs la beauté surhumaine de Lucien n'aurait-elle pas servi d'excuse ? Agenouillée à ce lit, heureuse de l'amour en lui-même, l'actrice se sentait sanctifiée. Ses délices furent troublées par Bérénice. « Voici le Camusot, il vous sait ici !» cria-t-elle. Lucien se dressa, pensant avec une générosité innée à ne pas nuire à Coralie. Bérénice leva un rideau. Lucien entra dans un délicieux cabinet de toilette où Bérénice et sa maîtresse apportèrent avec une prestesse inouïe les vêtements de Lucien. Quand le négociant apparut, les bottes du poète frappèrent les regards de Coralie. Bérénice les avait mises devant le feu pour les chauffer après les avoir cirées en secret. La servante et la maîtresse avaient oublié ses bottes accusatrices. Bérénice partit après avoir échangé un regard d'inquiétude avec sa maîtresse. Coralie se plongea dans sa causeuse et dit à Camusot de s'asseoir dans une gondole en face d'elle. Le brave homme, qui adorait Coralie, regardait les bottes et n'osait lever les yeux sur sa maîtresse. « Dois-je prendre la mouche pour cette paire de bottes et quitter Coralie ?» La quitter, ce serait se fâcher pour peu de choses. Il y a des bottes partout.
Celle-ci serait mieux placée dans l'étalage d'un bottier ou sur les boulevards à se promener aux jambes d'un homme. Cependant, ici, sans jambes, elles disent bien des choses contraires à la fidélité. J'ai 50 ans, il est vrai. Je dois être aveugle comme l'amour. » Ce lâche monologue était sans excuse. La paire de bottes n'était pas de ces demi-bottes en usage aujourd'hui, et que jusqu'à un certain point un homme distrait pourrait ne pas voir. C'était, comme la mode ordonnait alors de les porter, une paire de bottes entières, très élégantes et à glands, qui reluisaient sur des pantalons collants presque toujours de couleur claire, et où se reflétaient les objets comme dans un miroir. Ainsi, les bottes crevaient les yeux de l'honnête marchand de soieries, et, disons-le, elles lui crevaient le cœur. « Qu'avez-vous » lui dit Coralie. « Rien, » dit-il. « Sonnez » dit Coralie en souriant de la lâcheté de Camusot. « Bérénice » dit-elle à la Normande dès qu'elle arriva. « Ayez-moi donc des crochets pour que je mette encore ces damnées bottes. Vous n'oublierez pas de les apporter ce soir dans ma loge. »« Comment ? Vos bottes ?» dit Camusot, qui respira plus à l'aise. « Eh, que croyez-vous donc ?» demanda-t-elle d'un air hautain. « Grosse bête. N'allez-vous pas croire ? » ?»« Oh, il le croirait, » dit-elle à Bérénice. « J'ai un rôle d'homme dans la pièce de choses. Et je ne me suis jamais mise en homme. Le bottier du théâtre m'a apporté ces bottes-là pour essayer à marcher, en attendant la paire de laquelle il m'a pris mesure. Il me les a mises, mais j'ai tant souffert que je les ai ôtées. Et je dois cependant les remettre. »« Ne les remettez pas, si elles vous gênent, » dit Camusot, que les bottes avaient tant gêné. « Mademoiselle, » dit Bérénice, « ferait mieux, au lieu de se martyriser, comme tout à l'heure. » Elle en pleurait, monsieur. « Et si j'étais homme, jamais une femme que j'aimerais ne pleurerait. Elle ferait mieux de les porter en maroquin bien mince. Mais l'administration est si ladre. Monsieur, vous devriez aller lui en commander. »« Oui, oui, » dit le négociant. « Vous vous levez, dit-il à Coralie. »« À l'instant. Je ne suis rentrée qu'à 6 heures, après vous avoir cherché partout. Vous m'avez fait garder mon fiacre pendant 7 heures. Voilà de vos soins. M'oublier pour des bouteilles. J'ai dû me soigner, moi qui vais jouer maintenant tous les soirs, tant que l'Alcade fera de l'argent. Je n'ai pas envie de mentir à l'article de ce jeune homme. »« Il est beau, cet enfant-là, » dit Camusot. « Vous trouvez ? Je n'aime pas ces hommes-là, ils ressemblent trop à une femme. Et puis, ça ne fait pas aimer comme vous autres, vieilles bêtes du commerce. Vous vous ennuyez tant. »« Monsieur, dîne-t-il avec madame ?» demanda Bérénice. « Non, j'ai la bouche empâtée. »« Vous avez été joliment paf hier. »« Ah, papa Camusot, d'abord, moi je n'aime pas les hommes qui boivent. »« Tu feras un cadeau à ce jeune homme, » dit le négociant. « Ah oui, j'aime mieux les payer ainsi que de faire ce que fait Florine. Allons, mauvaise race qu'on aime, allez-vous-en, ou donnez-moi ma voiture pour que je file au théâtre. »« Vous l'aurez demain pour dîner avec votre directeur au Rocher de Cancale. Il ne donnera pas la pièce nouvelle dimanche. »« Venez, je vais dîner, » dit Coralie en emmenant Camusot. 1 heure après, Lucien fut délivré par Bérénice, la compagne d'enfance de Coralie, une créature aussi fine, aussi déliée d'esprit qu'elle était corpulente. « Restez ici. Coralie reviendra seule. Elle veut même congédier Camusot s'il vous ennuie, » dit Bérénice à Lucien. « Mais, cher enfant de son cœur, vous êtes trop ange pour la ruiner. Elle me l'a dit. Elle est décidée à tout planter là, à sortir de ce paradis pour aller vivre dans votre mansarde. Oh, les jaloux, les envieux ne lui ont-ils pas expliqué que vous n'aviez ni sou ni maille, que vous viviez au quartier latin? Je vous suivrai, voyez-vous, je vous ferai votre ménage, mais je viens de consoler la pauvre enfant. Pas vrai, monsieur, que vous avez trop d'esprit pour donner dans de pareilles bêtises?
Ah, vous verrez bien que l'autre gros n'a rien que le cadavre, et que vous êtes le chéri, le bien-aimé, la divinité à laquelle on abandonne l'âme. Si vous saviez comme ma Coralie est gentille quand je lui fais répéter ses rôles. Un amour d'enfant, quoi. Elle méritait bien que Dieu lui envoyât un de ses anges. Elle avait le dégoût de la vie. Elle a été si malheureuse avec sa mère, qui la battait, qui l'a vendue. Oui, monsieur, une mère, sa propre enfant. Si j'avais une fille, je la servirais comme ma petite Coralie, de qui je me suis fait un enfant. Voilà le premier bon temps que je lui ai vu, la première fois qu'elle a été bien applaudie. Il paraît que, vu ce que vous avez écrit, on a monté une fameuse claque pour la seconde représentation. Pendant que vous dormiez, Braulard est venu travailler avec elle. Qui? Braulard? Demanda Lucien, qui crut avoir entendu déjà ce nom. Le chef des claqueurs, qui, de concert avec elle, est convenu des endroits du rôle où elle serait soignée. Quoiqu'elle se dise son amie, Florine pourrait vouloir lui jouer un mauvais tour et prendre tout pour elle. Tout le boulevard est en rumeur à cause de votre article. Quel lit arrangé pour les amours d'une fée et d'un prince, dit-elle en menant sur le lit un couvre-pied en dentelle. Elle alluma les bougies. Aux lumières, Lucien, étourdi, se crut en effet dans un conte du cabinet des fées. Les plus riches étoffes du cocon d'or avaient été choisies par Camusot pour servir aux tentures et aux draperies des fenêtres. Le poète marchait sur un tapis royal. Les meubles en palissandre sculptés arrêtaient dans les tailles du bois des frissons de lumière qui y papillotaient. La cheminée en marbre blanc resplendissait des plus coûteuses bagatelles. La descente du lit était en cygne bordé de martre. Des pantoufles en velours noir, doublées de soie pourpre, y parlaient des plaisirs qui attendaient le poète des Marguerites. Une délicieuse lampe pendait du plafond tendu de soie. Partout, des jardinières merveilleuses montraient des fleurs choisies, de jolies bruyères blanches, des camélias sans parfum. Partout vivaient les images de l'innocence. Il était impossible d'imaginer là une actrice et les mœurs du théâtre. Bérénice remarqua l'ébahissement de Lucien. « Est-ce gentil ?» lui dit-elle d'une voix câline. « Ne serez-vous pas mieux là pour aimer que dans un grenier ? Empêchez son coup de tête !» reprit-elle en amenant devant Lucien un magnifique guéridon chargé de mets dérobés au dîner de sa maîtresse, afin que la cuisinière ne pût soupçonner la présence d'un amant. Lucien dîna très bien, servi par Bérénice, dans une argenterie sculptée, dans des assiettes peintes à 1 louis la pièce. Ce luxe agissait sur son âme comme une fille des rues agit avec ses chairs nues et ses bas blancs bien tirés sur un lycéen. « Est-il heureux, ce Camusot ?» s'écria-t-il. « Heureux ?» reprit Bérénice. « Ah, il donnerait bien sa fortune pour être à votre place, et pour troquer ses vieux cheveux gris contre votre jeune chevelure blonde. » Elle engagea Lucien, à qui elle donna le plus délicieux vin que Bordeaux ait soigné pour le plus riche anglais, à se recoucher en attendant Coralie, à faire un petit somme provisoire, et Lucien avait en effet envie de se coucher dans ce lit qu'il admirait. Bérénice, qui avait lu ce désir dans les yeux du poète, en était heureuse pour sa maîtresse. À 10h30, Lucien s'éveilla sous un regard trempé d'amour. Coralie était là, dans la plus voluptueuse toilette de nuit. Lucien avait dormi. Lucien n'était plus ivre que d'amour. Bérénice se retira, demandant « À quelle heure, demain ?» 11h. Tu nous apporteras notre déjeuner au lit. Je n'y serai pour personne avant 2h. À 2h, le lendemain, l'actrice et son amant étaient habillés et en présence, comme si le poète fût venu faire une visite à sa protégée. Coralie avait baigné, peigné, coiffé, habillé Lucien. Elle lui avait envoyé chercher 12 belles chemises, 12 cravates, 12 mouchoirs chez Colliot, une douzaine de gants dans une boîte de cèdre. Quand elle entendit le bruit d'une voiture à sa porte, elle se précipita vers la fenêtre avec Lucien. Tous deux virent Camusot descendant d'un coupé magnifique.
Je ne croyais pas, dit-elle, qu'on pût haïr tant un homme et le luxe. Je suis trop pauvre pour consentir à ce que vous vous ruiniez, dit Lucien, en passant ainsi sous les fourches caudines. Pauvre petit chat, dit-elle en pressant Lucien sur son cœur. Tu m'aimes donc bien? J'ai engagé monsieur, dit-elle en montrant Lucien à Camusot, à venir me voir ce matin, en pensant que nous irions nous promener aux Champs-Élysées pour essayer la voiture. Allez-y seul, dit tristement Camusot. Je ne dîne pas avec vous. C'est la fête de ma femme. Je l'avais oubliée. Pauvre museau, comme tu t'ennuieras, dit-elle en sautant au cou du marchand. Elle était ivre de bonheur en pensant qu'elle étrennerait seule avec Lucien ce bout coupé, qu'elle irait seule avec lui au bois, et dans son accès de joie, elle eut l'air d'aimer Camusot à qui elle fit 1000 caresses. « Je voudrais pouvoir vous donner une voiture tous les jours, » dit le pauvre homme. « Allons, monsieur, il est 2 heures, » dit l'actrice à Lucien, qu'elle vit honteux et qu'elle consola par un geste adorable. Coralie dégringola les escaliers en entraînant Lucien, qui entendit le négociant se traînant comme un phoque après eux, sans pouvoir les rejoindre. Le poète éprouva la plus enivrante des jouissances. Coralie, que le bonheur rendait sublime, offrit à tous les yeux ravis une toilette pleine de goût et d'élégance. Le Paris des Champs-Élysées admira ces 2 amants. Dans une allée du bois de Boulogne, leur coupé rencontra la calèche de mesdames d'Espard et de Bargeton qui regardèrent Lucien d'un air étonné, mais auquel il lança le coup d'œil méprisant du poète qui, pressant sa gloire, va user de son pouvoir. Le moment où il put échanger, par un coup d'œil avec ces 2 femmes, quelques-unes des pensées de vengeance qu'elle lui avait mises au cœur pour le ronger, fut un des plus doux de sa vie et décida peut-être de sa destinée. Lucien fut repris par les furies de l'orgueil. Il voulut reparaître dans le monde, y prendre une éclatante revanche, et toutes les petitesses sociales, naguère foulées aux pieds du travailleur, de l'ami du cénacle, rentrèrent dans son âme. Il comprit alors toute la portée de l'attaque faite pour lui par Lousteau. Lousteau venait de servir ses passions, tandis que le cénacle, ce mentor collectif, avait l'air de les mater au profit des vertus ennuyeuses et de travaux que Lucien commençait à trouver inutiles. Travailler, n'est-ce pas la mort pour les âmes avides de jouissance ? Aussi, avec quelle facilité les écrivains ne glissent-ils pas dans le farniente, dans la bonne chère et les délices de la vie luxueuse, des actrices et des femmes faciles. Lucien sentit une irrésistible envie de continuer la vie de ces 2 folles journées. Le dîner au rocher de Cancale fut exquis. Lucien trouva les convives de Florine, moins le ministre, moins le duc et la danseuse, moins Camusot, remplacés par 2 acteurs célèbres et par Hector Merlin, accompagné de sa maîtresse, une délicieuse femme qui se faisait appeler Madame du Val-Noble, la plus belle et la plus élégante des femmes qui composaient alors à Paris le monde exceptionnel de ces femmes qu'aujourd'hui l'on a décemment nommées des Laurettes. Lucien, qui vivait depuis 48 heures dans un paradis, apprit le succès de son article. En se voyant fêté, envié, le poète trouva son aplomb. Son esprit scintilla. Il fut le Lucien de Rubempré qui, pendant plusieurs mois, brilla dans la littérature et dans le monde artiste. Finot, cet homme d'une incontestable adresse à deviner le talent, dont il devait faire une grande consommation et qui le flairait comme un ogre sans la chair fraîche, cajola Lucien en essayant de l'embaucher dans l'escouade de journalistes qu'il commandait. Et Lucien mordit à ses flatteries. Coralie observa le manège de ce consommateur d'esprit et voulut mettre Lucien en garde contre lui. « Ne t'engage pas, mon petit, dit-elle à son poète. Attends, ils veulent t'exploiter. Nous causerons de cela ce soir. Bah, lui répondit Lucien, je me sens assez fort pour être aussi méchant et aussi fin qu'ils peuvent l'être. Finot, qui ne s'était sans doute pas brouillé pour les Blancs avec Hector Merlin,
présenta Merlin à Lucien et Lucien à Merlin. Coralie et madame du Val-Noble fraternisèrent, se comblèrent de caresses et de prévenances. Madame du Val-Noble invita Lucien et Coralie à dîner. Hector Merlin, le plus dangereux de tous les journalistes présents à ce dîner, était un petit homme sec, à lèvres pincées, couvant une ambition démesurée, d'une jalousie sans bornes, heureux de tous les maux qui se faisaient autour de lui, profitant des divisions qu'il fomentait, ayant beaucoup d'esprit, peu de vouloir, mais remplaçant la volonté par l'instinct qui mène les parvenus vers les endroits éclairés par l'or et par le pouvoir. Lucien et lui se déplurent mutuellement. Il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi. Merlin eut le malheur de parler à Lucien à haute voix, comme Lucien pensait tout bas. Au dessert, les liens de la plus touchante amitié semblaient unir ces hommes, qui tous se croyaient supérieurs l'un à l'autre. Lucien, le nouveau venu, était l'objet de leur coquetterie. On causait à cœur ouvert. Hector Merlin seul ne riait pas. Lucien lui demanda la raison de sa raison. « Mais je vous vois entrant dans le monde littéraire et journaliste avec des illusions. Vous croyez aux amis. Nous sommes tous amis ou ennemis selon les circonstances. Nous nous frappons les premiers avec l'arme qui devrait ne nous servir qu'à frapper les autres. Vous vous apercevrez avant peu que vous n'obtiendrez rien par les beaux sentiments. Si vous êtes bon, faites-vous méchant. Soyez hargneux par calcul. Si personne ne vous a dit cette loi suprême, je vous la confie, et je ne vous aurais pas fait une médiocre confidence. Pour être aimé, ne quittez jamais votre maîtresse sans l'avoir fait pleurer un peu. Pour faire fortune en littérature, blessez toujours tout le monde, même vos amis. Faites pleurer les amours-propres. Tout le monde vous caressera. » Hector Merlin fut heureux en voyant à l'air de Lucien que sa parole entrait chez le néophyte comme la lame d'un poignard dans un cœur. On joua. Lucien perdit tout son argent. Il fut emmené par Coralie, et les délices de l'amour lui firent oublier les terribles émotions du jeu qui, plus tard, devait trouver en lui l'une de ses victimes. Le lendemain, en sortant de chez elle et revenant au quartier latin, il trouva dans sa bourse l'argent qu'il avait perdu. Cette attention l'attrista d'abord. Il voulut revenir chez l'actrice et lui rendre un don qui l'humiliait. Mais il était déjà rue de la Harpe. Il continua son chemin vers l'hôtel Cluny. Tout en marchant, il s'occupa de ce soin de Coralie. Il y vit une preuve de cet amour maternel que ces sortes de femmes mêlent à leur passion. Chez elles, la passion comporte tous les sentiments. De pensée en pensée, Lucien finit par trouver une raison d'accepter, en se disant « Je l'aime, nous vivrons ensemble comme mari et femme, et je ne la quitterai jamais. » À moins d'être Diogène, qui ne comprendrait alors les sensations de Lucien en montant l'escalier boueux et puant de son hôtel, en faisant grincer la serrure de sa porte, en revoyant le carreau sale et la piteuse cheminée de sa chambre horrible de misère et de nudité. Il trouva sur sa table le manuscrit de son roman et ce mot de Daniel d'Arthez. « Nos amis sont presque contents de votre œuvre, cher poète. Vous pourrez la présenter avec plus de confiance, disent-ils, à vos amis et à vos ennemis. Nous avons lu votre charmant article sur le panorama dramatique, et vous devez exciter autant d'envie dans la littérature que de regrets chez nous. » Daniel. « Regret ? Que veut-il dire ?» s'écria Lucien, surpris du ton de politesse qui régnait dans ce billet. Était-il donc un étranger pour le cénacle ? Après avoir dévoré les fruits délicieux que lui avait tendus l'Ève des coulisses, il tenait encore plus à l'estime et à l'amitié de ses amis de la rue des Quatre Vents. Il resta pendant quelques instants plongé dans une méditation par laquelle il embrassait son présent dans cette chambre et son avenir dans celle de Coralie. En proie à des hésitations alternativement honorables et dépravantes, il s'assit et se mit à examiner l'état dans lequel ses amis lui rendaient son œuvre.
Quel étonnement fut le sien! De chapitre en chapitre, la plume habile et dévouée de ces grands hommes encore inconnus avait changé ses pauvretés en richesses. Un dialogue plein, serré, concis, nerveux, remplaçait ces conversations qu'il comprit alors n'être que des bavardages, en les comparant à des discours où respirait l'esprit du temps. Ces portraits, un peu mous de dessin, avaient été vigoureusement accusés et colorés. Tous se rattachaient aux phénomènes curieux de la vie humaine par des observations physiologiques dues sans doute à Bianchon, exprimées avec finesse, et qui les faisaient vivre. Ces descriptions verbeuses étaient devenues substantielles et vives. Il avait donné une enfant mal faite et mal vêtue, et il retrouvait une délicieuse fille en robe blanche, à ceinture, à écharpe rose, une création ravissante. La nuit le surprit, les yeux en pleurs, atterré de cette grandeur, sentant le prix d'une pareille leçon, admirant ses corrections qui lui en apprenaient plus sur la littérature et sur l'art que ses 4 années de travaux, de lecture, de comparaison et d'études. Le redressement d'un carton mal conçu, un trait magistral sur le vif, en disent toujours plus que les théories et les observations. Quels amis! Quel cœur! Suis-je heureux! S'écria-t-il en serrant le manuscrit. Entraîné par l'emportement naturel aux natures poétiques et mobiles, il courut chez Daniel. En montant l'escalier, il se crut cependant moins digne de ses cœurs que rien ne pouvait faire dévier du sentier de l'honneur. Une voix lui disait que, si Daniel avait aimé Coralie, il ne l'aurait pas acceptée avec Camusot. Il connaissait aussi la profonde horreur du cénacle pour les journalistes, et il se savait déjà quelque peu journaliste. Il trouva ses amis, moins Méraud, qui venait de sortir, en proie à un désespoir peint sur toutes les figures. « Qu'avez-vous, mes amis ?» dit Lucien. « Nous venons d'apprendre une horrible catastrophe. Le plus grand esprit de notre époque, notre ami le plus aimé, celui qui pendant 2 ans a été notre lumière. »« Louis Lambert ?» dit Lucien. « Il est dans un état de catalepsie qui ne laisse aucun espoir, » dit Bianchon. « Il mourra, le corps insensible et la tête dans les cieux, » ajouta solennellement Michel Chrestien. « Il mourra comme il a vécu, » dit d'Arthez. L'amour, jeté comme un feu dans le vaste empire de son cerveau, l'a incendié, dit Léon Giraud. Ou, dit Joseph Bridau, l'a exalté à un point où nous le perdrons de vue. C'est nous qui sommes à plaindre, dit Fulgence Ridal. Il se guérira, peut-être, s'écria Lucien. D'après ce que nous a dit Méraud, la cure est impossible, répondit Bianchon. Sa tête est le théâtre de phénomènes sur lesquels la médecine n'a nul pouvoir. Il existe cependant des agents, dit d'Arthez. Oui, dit Bianchon. Il n'est que cataleptique. Nous pouvons le rendre imbécile. Ne pouvoir offrir au génie du mal une tête en remplacement de celle-là. Moi, je donnerais la mienne, s'écria Michel Chrestien. Et que deviendrait la Fédération européenne, dit d'Arthez. Ah, c'est vrai, reprit Michel Chrestien. Avant d'être à un homme, on appartient à l'humanité. Je venais ici le cœur plein de remerciements pour vous tous, dit Lucien. Vous avez changé mon billon en louis d'or. Des remerciements? Pour qui nous prends-tu? Dit Bianchon. Le plaisir a été pour nous, reprit Fulgence. Eh bien, vous voilà journaliste, lui dit Léon Giraud. Le bruit de votre début est arrivé jusque dans le quartier latin. Pas encore, répondit Lucien. Ah, tant mieux, dit Michel Chrestien. Je vous le disais bien, reprit d'Arthez, Lucien est un de ces cœurs qui connaissent le prix d'une conscience pure. N'est-ce pas un viatique fortifiant que de poser le soir sa tête sur l'oreiller en pouvant se dire « Je n'ai pas jugé les œuvres d'autrui, je n'ai causé d'affliction à personne. Mon esprit, comme un poignard,
n'a fouillé l'âme d'aucun innocent. Ma plaisanterie n'a immolé aucun bonheur. Elle n'a même pas troublé la sottise heureuse. Elle n'a pas injustement fatigué le génie. J'ai dédaigné les faciles triomphes de l'épigramme. Enfin, je n'ai jamais menti à mes convictions. Mais, dit Lucien, on peut, je crois, être ainsi tout en travaillant à un journal. Si je n'avais décidément que ce moyen d'exister, il faudrait bien y venir. Oh, 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 fit Fulgence en montant d'un ton à chaque exclamation. Nous capitulons. Il sera journaliste, dit gravement Léon Giraud. Ah, Lucien, si tu voulais l'être avec nous, qui allons publier un journal où jamais ni la vérité ni la justice ne seront outragées, où nous répandrons les doctrines utiles à l'humanité, peut-être. Vous n'aurez pas un abonné, répliqua machiavéliquement Lucien, en interrompant Léon. Ils en auront 500, qui en vaudront 500 000, répondit Michel Chrestien. Il vous faudra bien des capitaux, reprit Lucien. Non, dit d'Arthez, mais du dévouement. Tu sens comme une vraie boutique de parfumeur, dit Michel Chrestien en flairant par un geste comique la tête de Lucien. On t'a vu dans une voiture supérieurement astiquée, traînée par des chevaux de dandy, avec une maîtresse de prince, Coralie. Eh bien, dit Lucien, y a-t-il du mal à cela ? Tu dis cela comme s'il y en avait, lui cria Bianchon. J'aurais voulu à Lucien, dit d'Arthez, une Béatrix, une noble femme qui l'aurait soutenu dans la vie. Mais, Daniel, est-ce que l'amour n'est pas partout semblable à lui-même, dit le poète. Ah, dit le républicain, ici je suis aristocrate. Je ne pourrais pas aimer une femme qu'un acteur baise sur la joue en face du public, une femme tutoyée dans les coulisses, qui s'abaisse devant un parterre et lui sourit, qui danse des pas en relevant ses jupes et qui se met en homme pour montrer ce que je veux être seul à voir. Ou, si j'aimais une pareille femme, elle quitterait le théâtre, et je la purifierais par mon amour. Et si elle ne pouvait pas quitter le théâtre ? Je mourrais de chagrin, de jalousie, de 1000 maux. On ne peut pas arracher son amour de son cœur comme on arrache une dent. Lucien devint sombre et pensif. Quand ils apprendront que je subis Camusot, ils me mépriseront, se disait-il. Tiens, lui dit le sauvage républicain avec une affreuse bonhomie, tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. Il prit son chapeau et sortit. Il est dur, Michel Chrestien, dit le poète. Dur et salutaire, comme le clavier du dentiste, dit Bianchon. Michel voit ton avenir, et peut-être en ce moment pleure-t-il sur toi dans la rue. D'Arthez fut doux et consolant. Il essaya de relever Lucien. Au bout d'une heure, le poète quitta le cénacle, maltraité par sa conscience qui lui criait « Tu seras journaliste !» comme la sorcière crie à Macbeth « Tu seras roi !» Dans la rue, il regarda les croisées du patient d'Arthez, éclairées par une faible lumière, et revint chez lui, le cœur attristé, l'âme inquiète. Une sorte de pressentiment lui disait qu'il avait été serré sur le cœur de ses vrais amis pour la dernière fois. En entrant dans la rue de Cluny, par la place de la Sorbonne, il reconnut l'équipage de Coralie. Pour venir voir son poète un moment, pour lui dire un simple bonsoir, l'actrice avait franchi l'espace du boulevard du Temple à la Sorbonne. Lucien trouva sa maîtresse tout en larmes à l'aspect de sa mansarde. Elle voulait être misérable comme son amant. Elle pleurait en rangeant les chemises, les gants, les cravates et les mouchoirs dans l'affreuse commode de l'hôtel. Ce désespoir était si vrai, si grand, il exprimait tant d'amour que Lucien, à qui l'on avait reproché d'avoir une actrice, vit dans Coralie une sainte bien près d'endosser le cilice de la misère. Pour venir, cette adorable créature avait pris le prétexte d'avertir son ami que la société Camusot, Coralie et Lucien
rendrait à la société Matifat, Florine et Lousteau leur souper, et de demander à Lucien s'il avait quelque invitation à faire qui lui fût utile. Lucien lui répondit qu'il en causerait avec Lousteau. L'actrice, après quelques moments, se sauva en cachant à Lucien que Camusot l'attendait en bas. Le lendemain, dès 8 heures, Lucien alla chez Étienne, ne le trouva pas, et courut chez Florine. Le journaliste et l'actrice reçurent leur ami dans la jolie chambre à coucher où ils étaient maritalement établis, et tous trois, ils y déjeunèrent splendidement. « Mais, mon petit, lui dit Lousteau, quand ils furent attablés et que Lucien lui eut parlé du souper que donnerait Coralie, je te conseille de venir avec moi voir Félicien Vernou, de l'inviter, et de te lier avec lui autant qu'on peut se lier avec un pareil drôle. Félicien te donnera peut-être accès dans le journal politique où il cuisine le feuilleton, et où tu pourras fleurir à ton aise en grands articles dans le haut de ce journal. Cette feuille, comme la nôtre, appartient au parti libéral. Tu seras libéral, c'est le parti populaire. D'ailleurs, si tu voulais passer du côté ministériel, tu y entrerais avec d'autant plus d'avantage que tu te serais fait redouter. Hector Merlin et sa madame du Val-Noble, chez qui vont quelques grands seigneurs, les jeunes dandys et les millionnaires, ne t'ont-ils pas prié, toi et Coralie, à dîner ? Oui, répondit Lucien. Et tu en es avec Florine. Lucien et Lousteau, dans leur griserie de vendredi et pendant leur dîner du dimanche, en étaient arrivés à se tutoyer. Eh bien, nous rencontrerons Merlin au journal. C'est un gars qui suivra Finot de près. Tu feras bien de le soigner, de le mettre de ton souper avec sa maîtresse. Il te sera peut-être utile avant peu, car les gens haineux ont besoin de tout le monde, et il te rendra service pour avoir ta plume au besoin. Votre début a fait assez de sensation pour que vous n'éprouviez aucun obstacle, dit Florine à Lucien. Hâtez-vous d'en profiter. Autrement, vous seriez promptement oublié. L'affaire, reprit Lousteau, la grande affaire est consommée. Ce Finot, un homme sans aucun talent, est directeur et rédacteur en chef du journal hebdomadaire de Doria, propriétaire d'un 6e qui ne lui coûte rien, et il a 600 francs d'appointement par mois. Je suis, de ce matin, mon cher, rédacteur en chef de notre petit journal. Tout s'est passé comme je le présumais l'autre soir. Florine a été superbe. Elle rendrait des points au prince de Talleyrand. Nous tenons les hommes par leur plaisir, dit Florine. Les diplomates ne les prennent que par l'amour-propre. Les diplomates leur voient faire des façons et nous leur voyons faire des bêtises. Nous sommes donc les plus fortes. En concluant, dit Lousteau, Matifat a commis le seul bon mot qu'il prononcera dans sa vie de droguiste. L'affaire, a-t-il dit, ne sort pas de mon commerce. Je soupçonne Florine de le lui avoir soufflé, s'écria Lucien. Ainsi, mon cher amour, reprit Lousteau, tu as le pied à l'étrier. Vous êtes né coiffé, dit Florine. Combien voyons-nous de petites jeunes gens qui droguent dans Paris pendant des années sans arriver à pouvoir insérer un article dans un journal. Il en aura été de vous comme d'Émile Blondet. Dans 6 mois d'ici, je vous vois faisant votre tête, ajouta-t-elle en se servant d'un mot de son argot et en lui jetant un sourire moqueur. Ne suis-je pas à Paris depuis 3 ans, dit Lousteau. Et depuis hier seulement, Finot me donne 300 francs de fixe par mois pour la rédaction en chef, me paye 100 sous la colonne, et 100 francs la feuille à son journal hebdomadaire. « Eh bien, vous ne dites rien ?» s'écria Florine en regardant Lucien. « Nous verrons, » dit Lucien. « Mon cher, » répondit Lousteau d'un air piqué, « j'ai tout arrangé pour toi comme si tu étais mon frère. Mais je ne te réponds pas de Finot. Finot sera sollicité par 60 drôles qui, d'ici à 2 jours, vont venir lui faire des propositions au rabais. J'ai promis pour toi, tu lui diras non si tu veux. Tu ne te doutes pas de ton bonheur, reprit le journaliste après une pause. Tu feras partie d'une coterie dont les camarades attaquent leurs ennemis dans plusieurs journaux, et s'y servent mutuellement. Allons d'abord voir Félicien Vernou, dit Lucien,
qui avait hâte de se lier avec ces redoutables oiseaux de proie. Lousteau envoya chercher un cabriolet et les deux amis allèrent rue Mandar, où demeurait Vernou, dans une maison à Alais. Il y occupait un appartement au 2e étage. Lucien fut très étonné de trouver ce critique acerbe, dédaigneux et gourmet, dans une salle à manger de la dernière vulgarité, tendue d'un mauvais petit papier briqueté, chargé de mousse par intervalles égaux, orné de gravures à l'Inquintanta dans des cadres dorés, attablé avec une femme trop laide pour ne pas être légitime, et 2 enfants en bas âge perchés sur ces chaises à pieds très élevés et à barrières, destinés à maintenir ces petits drôles. Surpris dans une robe de chambre confectionnée avec les restes d'une robe d'indienne à sa femme, Félicien eut un air assez mécontent. « As-tu déjeuné, Lousteau ?» dit-il en offrant une chaise à Lucien. « Nous sortons de chez Florine, » dit Étienne, « et nous y avons déjeuné. » Lucien ne cessait d'examiner madame Vernou, qui ressemblait à une bonne, grasse cuisinière, assez blanche, mais superlativement commune. Madame Vernou portait un foulard par-dessus un bonnet de nuit à brides que ses joues pressées débordaient. Sa robe de chambre, sans ceinture, attachée au col par un bouton, descendait à grands plis et l'enveloppait si mal qu'il était impossible de ne pas la comparer à une bonne. D'une santé désespérante, elle avait les joues presque violettes et des mains à doigts en forme de boudin. Cette femme expliqua soudain à Lucien l'attitude gênée de Vernou dans le monde. Malade de son mariage, sans force pour abandonner femme et enfants, mais assez poète pour en toujours souffrir, cet auteur ne devait pardonner à personne un succès, il devait être mécontent de tout, en se sentant toujours mécontent de lui-même. Lucien comprit l'air aigre qui glaçait cette figure envieuse, l'âcreté des réparties que ce journaliste semait dans sa conversation, l'acerbité de sa phrase, toujours pointue et travaillée comme un stylet. « Passons dans mon cabinet, » dit Félicien en se levant. « Il s'agit sans doute d'affaires littéraires. »« Oui et non, » lui répondit Lousteau. « Mon vieux, il s'agit d'un souper. »« Je venais, » dit Lucien, « vous prier de la part de Coralie. » À ce nom, madame Vernou leva la tête. « À souper d'aujourd'hui en 8, » dit Lucien en continuant. « Vous trouverez chez elle la société que vous avez eue chez Florine, et augmentée de madame du Val-Noble, de Merlin et de quelques autres. Nous jouerons. »« Mais, mon ami, ce jour-là, nous devons aller chez madame Mahoudeau, » dit la femme. « Eh, qu'est-ce que cela fait ?» dit Vernou. « Si nous n'y allions pas, elle se choquerait, et tu es bien aise de la trouver pour escompter tes effets de librairie. »« Mon cher, voilà une femme qui ne comprend pas qu'un souper qui commence à minuit n'empêche pas d'aller à une soirée qui finit à 11h. Je travaille à côté d'elle, ajouta-t-il. « Vous avez tant d'imagination, » répondit Lucien, qui se fit un ennemi mortel de Vernou par ce seul mot. « Eh bien, reprit Lousteau, tu viens, mais ce n'est pas tout. Monsieur de Rubempré devient un des nôtres. Ainsi pousse-le à ton journal. Présente-le comme un gars capable de faire la haute littérature, afin qu'il puisse mettre au moins 2 articles par mois. Oui, s'il veut être des nôtres, attaquer nos ennemis comme nous attaquerons les siens, et défendre nos amis, je parlerai de lui ce soir à l'opéra, répondit Vernou. Eh bien, à demain, mon petit, dit Lousteau en serrant la main de Vernou avec les signes de la plus vive amitié. Quand paraît ton livre ? Mais, dit le père de famille, cela dépend de Doria. J'ai fini. Es-tu content ? Mais oui et non. Nous chaufferons le succès, dit Lousteau en se levant et saluant la femme de son confrère. Cette brusque sortie fut nécessitée par les criailleries des 2 enfants qui se disputaient et se donnaient des coups de cuillère en s'envoyant de la panade par la figure. « Tu viens de voir, mon enfant, dit Étienne à Lucien, une femme qui, sans le savoir, fera bien des ravages en littérature. Ce pauvre Vernou ne nous pardonne pas sa femme. On devrait l'en débarrasser, dans l'intérêt public, bien entendu.
nous éviterions un déluge d'articles atroces, d'épigrammes contre tous les succès et contre toutes les fortunes. Que devenir avec une pareille femme accompagnée de ces deux horribles moutards? Vous avez vu le Rigaudin de la maison en loterie, la pièce de Picard? Eh bien, comme Rigaudin, Vernou ne se battra pas, mais il fera battre les autres. Il est capable de se crever un œil pour en crever deux à son meilleur ami. Vous le verrez posant le pied sur tous les cadavres, souriant à tous les malheurs, attaquant les princes, les ducs, les marquis, les nobles, parce qu'il est roturier, attaquant les renommés célibataires à cause de sa femme, et parlant toujours morale, plaidant pour les joies domestiques et pour les devoirs de citoyen. Enfin, ce critique si moral ne sera doux pour personne, pas même pour les enfants. Il vit dans la rue Mandar entre une femme qui pourrait faire le mamamouchi du bourgeois gentilhomme et deux petits Vernou laids comme des teignes. Il veut se moquer du faubourg Saint-Germain, où il ne mettra jamais le pied, et fera parler les duchesses comme parle sa femme. Voilà l'homme qui va hurler après les jésuites, insulter la cour, lui prêter l'intention de rétablir les droits féodaux, le droit d'aînesse, et qui prêchera quelques croisades en faveur de l'égalité, lui qui ne se croit l'égal de personne. S'il était garçon, s'il allait dans le monde, s'il avait les allures des poètes royalistes pensionnés, ornés de croix de la Légion d'honneur, ce serait un optimiste. Le journalisme a 1000 points de départ semblables. C'est une grande catapulte, mise en mouvement par de petites haines. As-tu maintenant envie de te marier? Vernou n'a plus de cœur, le fiel a tout envahi. Aussi est-ce le journaliste par excellence, un tigre à deux mains qui déchire tout, comme si ses plumes avaient la rage. « Il est gunophobe, dit Lucien. A-t-il du talent? Il a de l'esprit. C'est un articlier. Vernou porte des articles, fera toujours des articles, et rien que des articles. Le travail le plus obstiné ne pourra jamais greffer un livre sur sa prose. Félicien est incapable de concevoir une œuvre, d'en disposer les masses, d'en réunir harmonieusement les personnages dans un plan qui commence, se noue et marche vers un fait capital. Il a des idées, mais il ne connaît pas les faits. Ses héros seront des utopies, philosophiques ou libérales. Enfin, son style est d'une originalité cherchée, sa phrase ballonnée tomberait si la critique lui donnait un coup d'épingle. Aussi craint-il énormément les journaux, comme tous ceux qui ont besoin des gourdes et des bourdes de l'éloge pour se soutenir au-dessus de l'eau. « Quel article tu fais ?» s'écria Lucien. « Ceux-là, mon enfant, il faut se les dire et ne jamais les écrire. »« Tu deviens rédacteur en chef, » dit Lucien. « Où veux-tu que je te jette ?» lui demanda Lousteau. « Chez Coralie. »« Ah, nous sommes amoureux, » dit Lousteau. « Quelle faute! Fais de Coralie ce que je fais de Florine, une ménagère. Mais la liberté sur la montagne. »« Tu ferais damner les saints, » lui dit Lucien en riant. « On ne damne pas les démons, » répondit Lousteau. Le ton léger, brillant de son nouvel ami, la manière dont il traitait la vie, ces paradoxes mêlés aux maximes vraies du machiavélisme parisien agissaient sur Lucien à son insu. En théorie, le poète reconnaissait le danger de ses pensées et les trouvait utiles à l'application. En arrivant sur le boulevard du Temple, les deux amis convinrent de se retrouver entre 4 et 5 heures au bureau du journal, où, sans doute, Hector Merlin viendrait. Lucien était, en effet, saisi par les voluptés de l'amour vrai des courtisanes qui attachent leurs grappins aux endroits les plus tendres de l'âme en se pliant avec une incroyable souplesse à tous les désirs, en favorisant les molles habitudes d'où elles tirent leur force. Il avait déjà soif des plaisirs parisiens. Il aimait la vie facile, abondante et magnifique que lui faisait l'actrice chez elle. Il trouva Coralie et Camusot ivres de joie. Le gymnase proposait pour Pâques prochain un engagement dont les conditions nettement formulées surpassaient les espérances de Coralie. « Nous vous devons ce triomphe, » dit Camusot. « Oh, certes, sans lui,
L'Alcade tombait, s'écria Coralie. Il n'y avait pas d'article. Et j'étais encore au boulevard pour 6 ans. Elle lui sauta au cou devant Camusot. L'effusion de l'actrice avait je ne sais quoi de moelleux dans sa rapidité, de suave dans son entraînement. Elle aimait. Comme tous les hommes, dans leur grande douleur, Camusot abaissa ses yeux à terre et reconnut, le long de la couture des bottes de Lucien, le fil de couleur employé par les bottiers célèbres et qui se dessinait en jaune foncé sur le noir luisant de la tige. La couleur originale de ce fil l'avait préoccupé pendant son monologue sur la présence inexplicable d'une paire de bottes devant la cheminée de Coralie. Il avait lu en lettres noires imprimées sur le cuir blanc et doux de la doublure l'adresse d'un bottier fameux à cette époque, Gay, rue de la Michaudière. « Monsieur, dit-il à Lucien, vous avez de bien belles bottes. »« Il a tout beau, répondit Coralie. »« Je voudrais bien me fournir chez votre bottier. »« Oh, dit Coralie, comme c'est rue des Bourdonnais de demander les adresses des fournisseurs. »« Allez vous porter des bottes de jeune homme, vous seriez joli garçon. Gardez donc vos bottes à revers, qui conviennent à un homme établi, qui a femme, enfant et maîtresse. »« Enfin, si monsieur voulait tirer une de ces bottes, il me rendrait un service signalé, dit l'obstiné Camusot. »« Je ne pourrais la remettre sans crochet, dit Lucien en rougissant. »« Bérénice en ira chercher. Ils ne seront pas de trop ici, dit le marchand d'un air horriblement goguenard. « Papa Camusot, dit Coralie en lui jetant un regard empreint d'un atroce mépris, ayez le courage de votre lâcheté. Allons, dites toute votre pensée. Vous trouvez que les bottes de monsieur ressemblent aux miennes. Je vous défends d'ôter vos bottes, dit-elle à Lucien. Oui, monsieur Camusot, oui, ces bottes sont absolument les mêmes que celles qui se croisaient les bras devant mon foyer l'autre jour. Et monsieur, caché dans mon cabinet de toilette, les attendait. Il avait passé la nuit ici. Voilà ce que vous pensez, hein? Pensez-le, je le veux. C'est la vérité pure. Je vous trompe. Après, cela me plaît à moi. Elle s'assit sans colère et de l'air le plus dégagé du monde en regardant Camusot et Lucien qui n'osaient se regarder. « Je ne croirai que ce que vous voudrez que je croie, dit Camusot. Ne plaisantez pas, j'ai tort. » Ou je suis une infâme dévergondée qui dans un moment s'est amourachée de monsieur, ou je suis une pauvre misérable créature qui a senti pour la première fois le véritable amour après lequel courent toutes les femmes. Dans les deux cas, il faut me quitter ou me prendre comme je suis, dit-elle en faisant un geste de souveraine par lequel elle écrasa le négociant. Serait-ce vrai? Dit Camusot, qui vit à la contenance de Lucien que Coralie ne riait pas et qui mendiait une tromperie. J'aime, mademoiselle, dit Lucien. En entendant ce mot dit d'une voix émue, Coralie sauta au cou de son poète, le pressa dans ses bras et tourna la tête vers le marchand de soieries en lui montrant l'admirable groupe d'amour qu'elle faisait avec Lucien. Pauvre museau, reprends tout ce que tu m'as donné. Je ne veux rien de toi. J'aime comme une folle cet enfant-là, non pour son esprit, mais pour sa beauté. Je préfère la misère avec lui à des millions avec toi. Camusot tomba sur un fauteuil, se mit la tête dans les mains et demeura silencieux. « Voulez-vous que nous nous en allions ?» lui dit-elle avec une incroyable férocité. Lucien eut froid dans le dos en se voyant chargé d'une femme, d'une actrice et d'un ménage. « Reste ici. Garde tout, Coralie, » dit le marchand d'une voix faible et douloureuse qui partait de l'âme. « Je ne veux rien reprendre. Il y a pourtant là 60 000 francs de mobilier, mais je ne saurais me faire à l'idée de ma Coralie dans la misère. Et tu seras cependant avant peu dans la misère. Quelque grands que soient les talents de monsieur, ils ne peuvent pas te donner une existence.
Voilà ce qui nous attend, tous, nous autres vieillards. Laisse-moi, Coralie, le droit de venir te voir quelquefois. Je puis t'être utile. D'ailleurs, je l'avoue, il me serait impossible de vivre sans toi. » La douceur de ce pauvre homme, dépossédé de tout son bonheur au moment où il se croyait le plus heureux, toucha vivement Lucien, mais non Coralie. « Viens, mon pauvre museau, viens tant que tu voudras, dit-elle. Je t'aimerai mieux en ne te trompant point. » Camusot parut content de n'être pas chassé de son paradis terrestre, où, sans doute, il devait souffrir, mais où il espéra rentrer plus tard dans tous ses droits, en se fiant sur les hasards de la vie parisienne et sur les séductions qui allaient entourer Lucien. Le vieux marchand matois pensa que, tôt ou tard, ce beau jeune homme se permettrait des infidélités. Et pour l'espionner, pour le perdre dans l'esprit de Coralie, il voulait rester leur ami. Cette lâcheté de la passion vraie effraya Lucien. Camusot offrit à dîner au Palais-Royal, chez Véry, ce qui fut accepté. « Quel bonheur !» cria Coralie quand Camusot fut parti. « Plus de mansarde au quartier latin. Tu demeureras ici, nous ne nous quitterons pas. Tu prendras pour conserver les apparences un petit appartement rue Charlot, et vogue la galère !» Elle se mit à danser, son pas espagnol avec un entrain qui peignit une indomptable passion. « Je puis gagner 500 francs par mois en travaillant beaucoup, » dit Lucien. « J'en ai tout autant au théâtre, sans compter les feux. Camusot m'habillera toujours, il m'aime. Avec 1500 francs par mois, nous vivrons comme des Crésus. »« Et les chevaux, et le cocher, et le domestique, » dit Bérénice. « Je ferai des dettes, » s'écria Coralie. Elle se remit à danser une gigue avec Lucien. « Il faut dès lors accepter les propositions de Finot, » s'écria Lucien. « Allons, » dit Coralie, « je m'habille et te mène à ton journal. Je t'attendrai en voiture sur le boulevard. » Lucien s'assit sur un sofa, regarda l'actrice faisant sa toilette et se livra aux plus graves réflexions. Il eût mieux aimé laisser Coralie libre que d'être jeté dans les obligations d'un pareil mariage. Mais il la vit, si belle, si bien faite, si attrayante, qu'il fut saisi par les pittoresques aspects de cette vie de bohème et jeta le gant à la face de la fortune. Bérénice eut ordre de veiller au déménagement et à l'installation de Lucien. Puis, la triomphante, la belle, l'heureuse Coralie entraîna son amant aimé, son poète, et traversa tout Paris pour aller rue Saint-Fiacre. Lucien grimpa lestement l'escalier et se produisit en maître dans les bureaux du journal. Coloquinte, ayant toujours son papier timbré sur la tête, et le vieux Giraudot lui dirent encore assez hypocritement que personne n'était venu. « Mais les rédacteurs doivent se voir quelque part pour convenir du journal, » dit-il. « Probablement, mais la rédaction ne me regarde pas, » dit le capitaine de la garde impériale qui se remit à vérifier ses bandes en faisant son éternel « broum broum ». En ce moment, par un hasard, doit-on dire heureux ou malheureux, Finot vint pour annoncer à Giroudeau sa fausse abdication et lui recommander de veiller à ses intérêts. « Pas de diplomatie avec monsieur. Il est du journal, » dit Finot à son oncle en prenant la main de Lucien et la lui serrant. « Ah, monsieur est du journal » s'écria Giraudot, surpris du geste de son neveu. « Eh bien, monsieur, vous n'avez pas eu de peine à y entrer. »« Je veux y être votre lit, pour que vous ne soyez pas jobardé par Étienne, » dit Finot en regardant Lucien d'un air fin. « Monsieur aura 3 francs par colonne pour toute sa rédaction, y compris les comptes rendus de théâtre. »« Tu n'as jamais fait ces conditions à personne ?» dit Giraudot en regardant Lucien avec étonnement. « Il aura les 4 théâtres du boulevard. Tu auras soin que ses loges ne lui soient pas chipées et que ses billets de spectacle lui soient remis. Je vous conseille néanmoins de vous les faire adresser chez vous, dit-il en se tournant vers Lucien. Monsieur s'engage à faire,
en outre de sa critique, 10 articles variétés d'environ 2 colonnes pour 50 francs par mois pendant 1 an. Cela vous va-t-il ? Oui, dit Lucien, qui avait la main forcée par les circonstances. Mon oncle, dit Finot au caissier, tu rédigeras le traité que nous signerons en descendant. Qui est monsieur ? Demanda Giraudot en se levant et ôtant son bonnet de soie noire. Monsieur Lucien de Rubempré, l'auteur de l'article sur l'Alcade, dit Finot. Jeune homme, s'écria le vieux militaire en frappant sur le front de Lucien, vous avez là des mines d'or. Je ne suis pas littéraire, mais votre article, je l'ai lu. Il m'a fait plaisir. Parlez-moi de cela, voilà de la gaieté. Aussi, ai-je dit, ça nous amènera des abonnés. Et il en est venu. Nous avons vendu 50 numéros. Mon traité avec Étienne Lousteau est-il copié double et prêt à signer ? Dit Finot à son oncle. Oui, dit Giraudot. Mais à celui que je signe avec monsieur la date d'hier, afin que Lousteau soit sous l'empire de ses conventions. Finot prit le bras de son nouveau rédacteur avec un semblant de camaraderie qui séduisit le poète et l'entraîna dans l'escalier en lui disant « Vous avez ainsi une position faite. Je vous présenterai moi-même à mes rédacteurs. Puis, ce soir, Lousteau vous fera reconnaître au théâtre. Vous pouvez gagner 150 francs par mois à notre petit journal que va diriger Lousteau. Aussi, tâchez de bien vivre avec lui. Déjà, le drôle m'en voudra de lui avoir lié les mains en votre endroit, mais vous avez du talent. Et je ne veux pas que vous soyez en butte aux caprices d'un rédacteur en chef. Entre nous, vous pouvez m'apporter jusqu'à 2 feuilles par mois pour ma revue hebdomadaire. Je vous les payerai 200 francs. Ne parlez de cet arrangement à personne. Je serais en proie à la vengeance de tous ces amours-propres blessés de la fortune d'un nouveau venu. Faites 4 articles de vos 2 feuilles, signez-en 2 de votre nom et 2 d'un pseudonyme, afin de ne pas avoir l'air de manger le pain des autres. Vous devez votre position à Blondet et à Vignon, qui vous trouvent de l'avenir. Ainsi, ne vous galvaudez pas. Surtout, défiez-vous de vos amis. Quant à nous deux, entendons-nous bien, toujours. Servez-moi, je vous servirai. Vous avez pour 40 francs de loge et de billets à vendre, et pour 60 francs de livres à laver. Ça et votre rédaction vous donneront 450 francs par mois. Avec de l'esprit, vous saurez trouver au moins 200 francs en su chez les libraires, qui vous payeront des articles et des prospectus. Mais vous êtes à moi, n'est-ce pas ? Je puis compter sur vous. Lucien serra la main de Finot avec un transport de joie inouï. N'ayons pas l'air de nous être entendus, lui dit Finot à l'oreille en poussant la porte d'une mansarde au 5e étage de la maison, et située au fond d'un long corridor. Lucien aperçut alors Lousteau, Félicien Vernou, Hector Merlin et 2 autres rédacteurs qu'il ne connaissait pas, tous réunis à une table couverte d'un tapis vert, devant un bon feu, sur des chaises ou des fauteuils, fumant ou riant. La table était chargée de papier, il s'y trouvait un véritable encrier plein d'encre, des plumes assez mauvaises, mais qui servaient aux rédacteurs. Il fut démontré aux nouveaux journalistes que là s'élaborait le grand œuvre. « Messieurs, dit Finot, l'objet de la réunion est l'installation en mon lieu et place de notre cher Lousteau comme rédacteur en chef du journal que je suis obligé de quitter. Mais, quoique mes opinions subissent une transformation nécessaire pour que je puisse passer rédacteur en chef de la revue, dont les destinées vous sont connues, mes convictions sont les mêmes, et nous restons amis. Je suis tout à vous, comme vous serez à moi. Les circonstances sont variables, les principes sont fixes. Les principes sont le pivot sur lequel marchent les aiguilles du baromètre politique. » Tous les rédacteurs partirent d'un éclat de rire. « Qui t'a donné ces phrases-là » demanda Lousteau. « Blondet, » répondit Finot. « Vent, pluie, tempête, beau fixe, » dit Merlin. « Nous parcourrons tout ensemble. »« Enfin, » reprit Finot, « ne nous embarbouillons pas dans les métaphores. Tous ceux qui auront quelques articles à m'apporter retrouveront Finot. Monsieur, dit-il en présentant Lucien, est des nôtres.
J'ai traité avec lui, Lousteau. Chacun complimenta Finot sur son élévation et sur ses nouvelles destinées. Te voilà à cheval sur nous et sur les autres, lui dit l'un des rédacteurs inconnus à Lucien. Tu deviens Janus. Pourvu qu'il ne soit pas Jeannot, dit Vertou. Tu nous laisses attaquer nos bêtes noires? Tout ce que vous voudrez, dit Finot. Ah mais, dit Lousteau, le journal ne peut pas reculer. Monsieur Châtelet s'est fâché. Nous n'allons pas le lâcher pendant une semaine. Que s'est-il passé? Dit Lucien. Il est venu demander raison, dit Vernou. L'ex-beau de l'Empire a trouvé le père Giroudot, qui, du plus beau sang-froid du monde, a montré dans Philippe Bridau l'auteur de l'article, et Philippe a demandé au baron son heure et ses armes. L'affaire en est restée là. Nous sommes occupés à présenter des excuses au baron dans le numéro de demain. Chaque phrase est un coup de poignard. Mordez-le ferme. Il viendra me trouver, dit Finot. J'aurai l'air de lui rendre service en vous apaisant. Il tient au ministère, et nous accrocherons là quelque chose. Une place de professeur suppléant ou quelques bureaux de tabac. Nous sommes heureux qu'il se soit piqué au jeu. Qui de vous veut faire dans mon nouveau journal un article de fond sur Nathan? Donnez-le à Lucien, dit Lousteau. Hector et Vernou feront des articles dans leurs journaux respectifs. Adieu, messieurs. Nous nous reverrons seul à seul chez Barbin, dit Finot en riant. Lucien reçut quelques compliments sur son admission dans le corps redoutable des journalistes, et Lousteau le présenta comme un homme sur qui l'on pouvait compter. Lucien vous invite en masse, messieurs, à souper chez sa maîtresse, la belle Coralie. Coralie va au gymnase, dit Lucien à Étienne. Eh bien, messieurs, il est entendu que nous pousserons Coralie, hein? Dans tous vos journaux, mettez quelques lignes sur son engagement et parlez de son talent. Vous donnerez du tact, de l'habileté à l'administration du gymnase. Pouvons-nous lui donner de l'esprit? Nous lui donnerons de l'esprit, répondit Merlin. Frédéric a une pièce avec Scribe. Oh, le directeur du gymnase est alors le plus prévoyant et le plus perspicace des spéculateurs, dit Vernou. Ah ça, ne faites pas vos articles sur le livre de Nathan que nous ne nous soyons concertés. Vous saurez pourquoi, dit Lousteau. Nous devons être utiles à notre nouveau camarade. Lucien a 2 livres à placer, un recueil de sonnets et un roman. Par la vertu de l'entrefilet, il doit être un grand poète à 3 mois d'échéance. Nous nous servirons de ces marguerites pour abaisser les odes, les ballades, les méditations, toute la poésie romantique. Ce serait drôle si les sonnets ne valaient rien, dit Vernou. Que pensez-vous de vos sonnets, Lucien? Là, comment les trouvez-vous? Dit un des rédacteurs inconnus. Messieurs, ils sont bien, dit Lousteau, parole d'honneur. Eh bien, j'en suis content, dit Vernou. Je les jetterai dans les jambes de ces poètes de sacristie qui me fatiguent. Si Doria, ce soir, ne prend pas les marguerites, nous lui flanquerons article sur article contre Nathan. Et Nathan, que dira-t-il? S'écria Lucien. Les 5 rédacteurs éclatèrent de rire. Il sera enchanté, dit Vernou. Vous verrez comment nous arrangerons les choses. Ainsi, monsieur est des nôtres, dit un des 2 rédacteurs que Lucien ne connaissait pas. Oui, oui, Frédéric, pas de farce. Tu vois, Lucien, dit Étienne au néophyte, comment nous agissons avec toi, tu ne reculeras pas dans l'occasion. Nous aimons tous Nathan, et nous allons l'attaquer. Maintenant, partageons-nous l'empire d'Alexandre. Frédéric, veux-tu les Français et l'Odéon? Si ces messieurs y consentent, dit Frédéric. Tous inclinèrent la tête, mais Lucien vit briller des regards d'envie. Je garde l'opéra, les Italiens et l'opéra comique, dit Vernou. Eh bien, Hector prendra les théâtres de vaudeville, dit Lousteau. Et moi? Je n'ai donc pas de théâtre? S'écria l'autre rédacteur que ne connaissait pas Lucien. Eh bien, Hector te laissera les variétés et Lucien la porte Saint-Martin, dit Étienne.
Abandonne-lui la porte Saint-Martin. Il est fou de Fanny Beaupré, dit-il à Lucien. Tu prendras le cirque olympique en échange. Moi, j'aurai Bobino, les funambules et Madame Saki. Qu'avons-nous pour le journal de demain ? Rien. 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 Messieurs, soyez brillants pour mon premier numéro. Le baron Châtelet et sa sèche ne dureront pas 8 jours. L'auteur du solitaire est bien usé. Sosthène Démosthène n'est plus drôle, dit Vernou. Tout le monde nous l'a pris. Oh, il nous faut de nouveaux morts, dit Frédéric. Messieurs, si nous prêtions des ridicules aux hommes vertueux de la droite. Si nous disions que M. de Bonald pue des pieds, s'écria Lousteau. Commençons une série de portraits des orateurs ministériels, dit Hector Merlin. Fais cela, mon petit, dit Lousteau. Tu les connais. Ils sont de ton parti. Tu pourras satisfaire quelques haines intestines. Empoigne Beugnot, Cyrillet de Mérignac et autres. Les articles peuvent être prêts à l'avance. Nous ne serons pas embarrassés pour le journal. Si nous inventions quelques refus de sépulture avec des circonstances plus ou moins aggravantes, dit Hector. N'allons pas sur les brisées des grands journaux constitutionnels qui ont leur carton au curé plein de canards, répondit Vernou. De canards ? Dit Lucien. Nous appelons un canard, lui répondit Hector, un fait qui a l'air d'être vrai, mais qu'on invente pour relever les faits paris quand ils sont pâles. Le canard est une trouvaille de Franklin, qui a inventé le paratonnerre. Le canard et la République. Ce journaliste trompa si bien les encyclopédistes par ses canards d'outre-mer que, dans l'histoire philosophique des Indes, Raynal a donné 2 de ces canards pour des faits authentiques. « Je ne savais pas cela, » dit Vernou. « Quels sont les 2 canards ?»« L'histoire relative à l'Anglais qui vend sa libératrice, une négresse, après l'avoir rendue mère, afin d'en tirer plus d'argent. Puis le plaidoyer sublime de la jeune fille grosse gagnant sa cause. Quand Franklin vint à Paris, il avoua ses canards chez Necker, à la grande confusion des philosophes français. Et voilà comment le Nouveau Monde a 2 fois corrompu l'Ancien. Le journal, dit Lousteau, tient pour vrai tout ce qui est probable. Nous partons de là. La justice criminelle ne procède pas autrement, dit Vernou. Eh bien, à ce soir, 9 heures, ici, dit Merlin. Chacun se leva, se serra les mains, et la séance fut levée au milieu des témoignages de la plus touchante familiarité. « Qu'as-tu donc fait à Finot ?» dit Étienne à Lucien en descendant. « Pour qu'il ait passé un marché avec toi. Tu es le seul avec lequel il se soit lié. »« Moi, rien. Il me l'a proposé, » dit Lucien. « Enfin, tu aurais avec lui des arrangements, j'en serais enchanté. Nous n'en serions que plus forts tous 2. » Au rez-de-chaussée, Étienne et Lucien trouvèrent Finot, qui prit à part Lousteau dans le cabinet ostensible de la rédaction. « Signez votre traité pour que le nouveau directeur croie la chose faite d'hier, » dit Giraudot, qui présentait à Lucien 2 papiers timbrés. En lisant ce traité, Lucien entendit entre Étienne et Finot une discussion assez vive qui roulait sur les produits en nature du journal. Étienne voulait sa part de ses impôts perçus par Giraudot. Il y eut sans doute une transaction entre Finot et Lousteau, car les 2 amis sortirent entièrement d'accord. « À 8 heures, aux Galeries de Bois, chez Doria, » dit Étienne à Lucien. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire et partager. Et si vous le pouvez, vous avez aussi la possibilité de contribuer à la chaîne via Tipeee. À bientôt.